l'économie, la société, l'histoire, la santé, la biologie, le climat, un peu tout, à savoir eh bien, cet anthropocène dans lequel nous sommes entrés depuis quelques années déjà. Alors, je ne sais pas si le mot vous évoque quelque chose, si vous avez entendu parler de si vous avez déjà vu ou lu quelque part ce mot bizarre. Non, même pas au Scrabble. Bon. Alors, je dis bienvenue, mais en fait, ce pays dans lequel que je vais vous décrire, c'est un pays qui est hostile et menaçant et dangereux. Parce que je vais vous parler donc de cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes entrés, qui est une ère dans laquelle, et c'est la définition qu'on peut avoir dans l'Anthropocène, c'est cette ère dans laquelle nous, les humains, nous sommes devenus aussi puissants que les plus puissantes forces naturelles à la surface du globe. Donc on est tellement puissant qu'on est capable de modifier, de transformer, même de dérégler, vous allez voir, tout un tas de processus à la surface de la Terre, et y compris des processus qui nous concernent, nous, intimement, sur le plan de la santé, notamment. Donc vous voyez, je vais vous parler de tout un tas de phénomènes qui sont englobés dans cette appellation un peu barbare, scientifique quand même, l'Anthropocène, et notamment la pollution. Je vais un petit peu vous parler de pollution plastique, pollution chimique, vous allez voir. Bon, je ne vais pas seulement vous parler de sujets comment dire, négatifs. On va parler un petit peu des solutions, même si, bon, des solutions, il n'y en a pas vraiment. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Il y a des gens qui sont demandés sur le plan, dans le monde de l'entreprise, sur le plan business, qu'est-ce que ça pourrait donner, ce phénomène-là. Vous voyez, par exemple, vous avez une chaire d'enseignement à l'EM Lyon sur ce sujet. Donc, vous voyez, c'est pas seulement un sujet qui est, comment dire, qui est menaçant, effrayant, c'est aussi peut-être une réalité c'est une réalité qui concerne le monde de l'entreprise et qui peut peut-être donner lieu à des réalisations, des projets dans le monde du business. Alors, je vous parlais de scientificité. Je vous dis c'est un mot scientifique. Effectivement, c'est un mot scientifique. Moi, j'ai une petite formation scientifique. Donc, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est de manière très factuelle et objective, sans exagérer, mais sans non plus passer sous silence les choses qui, semble-t-il, sont bien établies, avec des degrés de certitude différents, et bien la réalité de notre monde. En fait. La réalité de notre monde. Cet anthropocène. Alors, pour vous faire comprendre, j'avais un diapo sur l'aspect géologique, mais je vais laisser tomber ça, on n'a pas trop de temps. Pour vous faire comprendre de quoi il est question, je vais vous parler de ce qu'on pourrait qualifier d'accident industriel, mais d'accident industriel à l'échelle de la planète. Vous savez, un accident industriel, c'est vous avez une usine qui saute, vous avez une rivière qui est polluée, vous avez un produit qui est défectueux, qui a des conséquences négatives sur la santé. Généralement, ça a des impacts limités, vous avez une région. Là, c'est un accident industriel qui a eu des impacts sur le monde entier. Et c'est le fameux, un petit peu oublié là, maintenant, malheureusement, parce qu'on a d'autres priorités, mais c'est le problème de la couche d'ozone. Alors, les plus anciens parmi vous savent de quoi il est question, certainement. Est-ce que ça vous parle, ça? Problème de la couche d'ozone, trou dans la couche d'ozone, entre guillemets, c'est pas exactement un trou, parce que tout n'était pas... il restait quelques petites couches d'ozone, mais qui étaient bien attaquées. Pas vraiment. Bon, ça ne vous évoque pas grand-chose. Donc un chercheur a qualifié ça de première quasi-catastrophe de l'Anthropocène, et vous allez voir, c'est très, très utile pour comprendre ce que c'est que cet Anthropocène. Encore une fois, notre réalité présente. Alors, rapidement, la couche d'ozone, c'est quoi? C'est une couche dans une région supérieure de l'atmosphère qui nous protège en gros des rayonnements du soleil qui seraient dangereux et même mortels pour nous.
Okay, c'est une sorte de bouclier contre des rayonnements qui seraient mortels pour nous et pour la vie, de manière générale. Alors, c'est quoi le lien avec l'Anthropocène, avec un accident industriel dont je vous parlais? C'est quoi l'accident industriel? Je vais vous faire l'historique rapidement. On a que 2 heures, ça va être, je vais un petit peu résumer. En fait, ça vient des années, des années 20, du marché de la réfrigération. À l'époque, les réfrigérateurs n'étaient pas efficaces, voire dangereux, et donc on cherchait un moyen sûr et efficace d'avoir des réfrigérateurs solides, de qualité. C'était l'époque où, alors c'est notamment aux États-Unis, c'est surtout aux États-Unis, c'est aux États-Unis que ça a commencé, c'était l'époque où les campagnes s'électrifiaient, et donc il y avait des opportunités énormes sur ce marché. Des dizaines de millions de personnes voulaient avoir des réfrigérateurs. Il se trouve qu'à la fin des années 20, il y a une innovation technique, un gaz qui a été créé pour résoudre ce problème de la réfrigération sûre, efficace et non dangereuse. Ces gaz, c'est les chlorofluorocarbures, les CFC. On va parler de CFC, ça sera un petit peu plus simple. Et notamment un gaz qui a été commercialisé sous le nom de Fréon et qui a été produit par la plus grande entreprise chimique des États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Français qui l'a créé au XIXe siècle, Dupont de Nemours. Dupont, la famille Dupont. C'est une des familles les plus puissantes encore aujourd'hui des États-Unis. Donc ils ont créé ce gaz, super, et qui a fait exploser le marché des réfrigérateurs. Parce qu'avant, quand vous avez votre réfrigérateur, ça marchait pas très bien, et les gaz que ça libérait, ça pouvait vous faire très mal. Ben là, tout le monde était content, donc il y a eu une explosion de l'utilisation de ces réfrigérateurs qui utilisaient ces gaz. Donc une explosion de l'utilisation de ces gaz. Alors vous voyez, conséquence, 20 000 tonnes de CFC libérées dans l'atmosphère dans les années 50, 750 000 tonnes en 1970. Donc ça a été multiplié par 35. Plutôt 35. Ok. Donc, ça a accompagné l'essor de la société de consommation aux États-Unis, mais aussi, comme vous savez sans doute, en Europe, en France notamment, après-guerre. Hein. Vous voyez, ça c'est une pub pour la marque Frigidaire, qui est une marque. Voilà, ils ont l'air tous contents, tous heureux, c'est bien. C'est à Paris, bord de la Seine. Ok, alors il y a eu d'autres applications pour les climatiseurs. Bon. Et aussi pour la mousse à raser, parce qu'on s'est rendu compte que ces gaz avaient des propriétés tout à fait remarquables, qui permettaient de compresser des substances, etc. Bon. Ben, super. Super. Innovation technique qui permet qui a tout un tas d'applications utiles et qui rend les gens globalement heureux et contents. Sauf que dans les années 70, une suite de recherches ont montré qu'il y avait un problème et, comme vous allez voir, un gros problème. Je vous parlais d'accident industriel. Alors, je vais vous résumer, en gros, ce qui s'est passé. En fait, il y a eu tout un tas de concours de circonstances, vraiment, qui ont fait que des scientifiques, et des scientifiques sérieux, se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Alors, vous voyez, par exemple, ça a commencé par... Je ne sais pas s'il y a un pointeur ici, non, il n'y a pas de pointeur. Vous avez un chimiste, il était néerlandais, donc des Pays-Bas, un peu plus au nord, là, qui s'appelle Paul Crutzen, qu'on va retrouver, qui est un personnage important de cette histoire. C'est lui qui a trouvé le nom, qui a proposé le nom d'Anthropocène. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Anthropocène, rapidement. Anthropocène, ça veut dire, en gros, l'ère de l'homme. Anthropos, l'homme. Hein. Anthropophagie, quand vous mangez des hommes. Ben, c'est l'ère géologique, naturelle, où domine l'homme.
Alors, je reprends les CFC. On se rend compte que... Alors, on se rend compte de plusieurs choses. On se rend compte que les CFC... Alors que déjà, les CFC, il y en a partout. Que ces molécules ne sont pas détruites. Elles ne sont pas détruites et elles vont dans l'atmosphère et les couches supérieures de l'atmosphère et elles produisent une réaction en chaîne qui détruit, en fait, qui détruit l'ozone. Donc vous avez des centaines de milliers de tonnes d'une substance qui va dans l'atmosphère et qui détruit l'ozone. En tout cas, ce sont des études qui, dans les années 70, commencent à alerter là-dessus. Le problème, c'est que on ne les croit pas trop. On ne les croit pas trop parce qu'ils ne sont pas vraiment en mesure d'apporter la preuve de cette destruction. Et bien sûr, l'industrie chimique, bah, ils ont raison d'ailleurs, hein, ils n'ont pas vraiment de preuves solides, encore dans les années 70. L'industrie chimique dit arrêtez d'être aussi alarmiste et pessimiste, vous n'avez pas de preuves solides, donc laissez-nous tranquilles, en gros. Ce qui est une réaction tout à fait compréhensible. Du coup, les CFC continuent à croître, on n'arrête pas d'en produire au cours des années 70, même quand ces études paraissent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même la NASA, alors c'est le début de l'observation de la Terre via des satellites. Même la NASA, dans les années 70-80, dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, il y avait des prédictions, c'est ce qu'il y a à la fin, là, ici. La NASA prédit juste que l'ozone va diminuer de 2 à 4% en 20-30 ans, il y aura juste une diminution de 2 à 4%. Donc il n'y a pas de quoi avoir peur. Et vous allez voir après les conséquences d'un monde sans ozone. Ok. Donc pas vraiment de problème. Sauf que dans les années 80, des chercheurs qui, eux, sont là, sont capables de mesurer de manière très précise les concentrations d'ozone dans l'atmosphère. Ils sont capables de faire ça, et ils sont capables de dire que l'évolution de ces concentrations ne peut pas être due à un phénomène naturel. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'ils trouvent, ces gens-là? Ces gens-là qui font ça, voilà, quand même, il faut le faire, hein, ça va être reconnaissant. Et on vous dit ici, c'est un chercheur qui a appelé ça l'une des plus grandes découvertes géophysiques du XXe siècle. Et c'est pas des petits mots, c'est pas des petites choses. Donc qu'est-ce que c'est que cette découverte immense? Ben, cette découverte immense, c'est que vous avez ici, là, c'est que les niveaux d'ozone au-dessus de... Alors c'est l'Antarctique, c'est-à-dire tout au sud, c'est le pôle sud. Les niveaux d'ozone au-dessus de l'Antarctique ont chuté de 60%. Donc alors que la NASA vous disait 2-4%, c'est pas très grave, bon, peut-être qu'il y aura quelques cancers de la peau supplémentaires, vous voyez, quelques centaines, quelques milliers, bon, mais c'est pas très grave, ben, il vous dit 60%. Et il vous dit sur la base de mesures très précises qui ont été affinées pendant des années et des années, là, dans le froid, là, au milieu des ours polaires, et ils vous disent on est quasi sûr que c'est pas dû à des phénomènes naturels. Donc ça, c'est une bombe. C'est une bombe pour plusieurs raisons. Déjà pour les ingénieurs de la NASA qui sont ridiculisés. À l'époque, les gens, là, à la NASA, ils plairent un petit peu, parce qu'ils n'ont pas vu ça. Et au cours des années suivantes, tout un tas de recherches vont confirmer, affiner les mesures et les découvertes de ces chercheurs en Antarctique. Alors je passe sur les raisons pour lesquelles la NASA n'avait pas vu ça. En fait, ils avaient mal calibré l'ordinateur. Les algorithmes qu'ils avaient mis dans l'ordinateur étaient trop optimistes. En gros.
Donc il confirme en gros cette découverte de, on va quand même citer son nom, le nom de l'équipe, c'est Farman, oui. C'est Joseph Farman et deux de ses collaborateurs. Vous voyez, c'est trois personnes dans une base paumée, perdue, un peu pourrie, parce qu'à l'époque c'était un peu comme ça, hein, ils ont commencé dans les années 60. Et c'est trois personnes qui ont confirmé qu'il y avait un immense problème. À l'aide de mesures parfois très bricolées. Là encore, c'est une photo récente, mais c'était beaucoup plus artisanal et dur et compliqué dans les années 70. Ils ont fait leurs travaux sur 20, 30, voire 40 ans. Ils ont commencé dans les années 50. Alors, grâce à ces gens-là, qu'est-ce qui a été évité? Vous allez voir, je vous ai parlé alors j'ai parlé très brièvement de l'ozone au début, et vous allez voir concrètement ce qui a été évité à l'humanité. Je vous ai parlé d'accidents industriels à l'échelle du globe. Ok, bon, rapidement les conséquences, c'est que, bon là c'est bon, on a compris, il y a un gros problème, donc on va arrêter de produire des CFC. Et c'est ce qui s'est passé, les États il y a eu des traités, des conventions qui ont interdit la production de ce gaz qui pourtant était très intéressant d'un point de vue industriel et pour le consommateur. Alors, les conséquences, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a été évité? Vous allez voir. Alors, la perte d'ozone a culminé, semble-t-il, dans l'Antarctique en 2006. Là, je vous donne des images de la NASA. Donc, encore une fois, hein, les sources que tout ce que je vais vous dire, c'est très sourcé et ça a été pris à des sources qui sont, autant que moi je puisse juger, fiables. C'est des chercheurs qui publient dans les meilleures revues, c'est des chercheurs qui sont reconnus. Et on a parlé de Crutzen, prix Nobel de chimie. Donc normalement, ce n'est pas des rigolos. Les gens en question, c'est des gens qui font du travail sérieux et qui sont du travail sérieux et fiable. Donc vous voyez, il faudra sans doute la majeure partie du XXIe siècle pour que l'ozone se reconstitue complètement et que les CFC disparaissent. Juste une petite estimation, ça c'était la NASA aussi, l'appauvrissement de la couche d'ozone en 2000 avait causé plus d'1 million de cas de cancer de la peau supplémentaires et entre 10 et 20 milliers de morts. Bon, c'est pas mal. Alors voyez l'ampleur du trou, même si le trou n'était pas complet, c'était ça. Hein. Et la bonne nouvelle, c'est que ça avait commencé et ça avait plus d'ampleur au-dessus d'une région qui n'était pas habitée, à savoir le pôle sud, l'Antarctique. Alors, et c'est là que c'est un peu moins rigolo, c'était déjà pas très rigolo, mais c'est là que ça, normalement, ça doit commencer à faire un peu peur. Donc c'est Crutzen, le prix Nobel de chimie, qui vous dit que les choses, c'est en anglais là, les choses auraient pu être bien pires. Qu'est-ce qu'il vous raconte, Crutzen? Donc il a eu le prix Nobel de chimie pour justement avoir révélé la chimie très complexe, et ça, l'étude ça s'est pas fait une seule fois, la chimie complexe des réactions des CFC avec l'ozone. Donc il vous dit que si GM et DuPont, GM c'était le General Motors, le fabricant de réfrigérateurs, avaient utilisé du brome au lieu du chlore, qui est un composant dans ces CFC, le gaz résultant aurait été tout aussi efficace qu'un réfrigérant, mais il aurait été 50 à 100 fois plus efficace pour détruire l'ozone. Et en plus, il n'a pas besoin du froid profond de l'Antarctique pour que la réaction se produise. Parce qu'il y avait aussi des conditions qui tenaient au froid. C'est pour ça que le trou s'est surtout formé au-dessus des régions froides. Donc s'ils avaient utilisé autre chose, ça aurait été 50 fois plus puissant. Alors peut-être 50 fois, 100 fois plus rapide. Vous voyez, c'est ce que ça veut dire. Et donc pour aller jusqu'au bout du raisonnement, qu'est-ce qu'il vous dit? Ce qui amène à la pensée cauchemardesque que si l'industrie chimique avait développé des composés organobromés, donc à base de brome, à la place des CFC, sans aucune préparation, nous aurions été confrontés à un trou d'ozone catastrophique partout sur Terre et à toutes les saisons au cours des années 70. Probablement avant que les chimistes atmosphériques n'aient développé les connaissances nécessaires pour
essayer d'apporter une solution. Donc ça veut dire quoi? Alors, même s'ils n'avaient pas utilisé du Brom, il n'a tenu qu'à un concours de circonstances pour que le problème soit révélé. Hein, je ne vous ai pas fait tout l'historique, mais en fait, c'était vraiment un concours de circonstances. C'est des chercheurs qui ont travaillé sur tel truc, c'était blablabla, vraiment un concours de circonstances. Et vous voyez, ça a tenu à 3 personnes dans une station un peu pourrie de l'Antarctique, force un petit peu le trait, pour apporter la preuve qu'il y avait un réel problème. Donc ce qu'on a évité, ben, je vous l'ai mis là, ça je crois que oui, je l'ai pris dans de la NASA aussi, c'est un monde, vous voyez, un monde qui aurait pu être le nôtre dans les années 90, alors vous n'étiez pas né, mais celui de vos parents, où une exposition au soleil pendant quelques minutes, ça suffit à vous brûler la peau. Donc, si l'industrie chimique avait utilisé du brome, Crutzen vous dit que ça aurait été 50-100 fois plus efficace. Peut-être qu'en quelques années, la couche d'ozone aurait été détruite et en quelques années, les êtres vivants, dont nous, on serait retrouvés dans un monde où vous passez quelques minutes à l'extérieur, vous êtes brûlé, ou à demi brûlé. Voilà. Donc c'est un accident industriel, vous voyez, ce que je vous disais à l'échelle planétaire, et qui aurait été effectivement ça a tenu qu'à pas grand chose, être bien plus pire. Je ne peux que conclure, dit Crutzen, que l'humanité a été extrêmement chanceuse. Donc les leçons, qu'est-ce que c'est? Et cet exemple vous fait bien comprendre ce que c'est que... C'est un peu effrayant, mais tout ça c'est très factuel. Hein. C'est pas des, vous voyez, c'est pas des spéculations ou des choses... C'est très factuel. Hein. La preuve c'est que les gens se sont dit, oui, il y a un grave problème, il faut interdire. Hein, les CFC. Donc quelques leçons. C'est Crutzen dans son discours de réception du prix Nobel, qui se fait alarmiste, à juste titre, il est tout à fait clair que les activités humaines se sont tellement développées qu'elles pourraient rivaliser et interférer avec les processus naturels. Et c'est une bonne définition de ce que c'est que l'Anthropocène. Mais regardez une autre leçon de cet épisode, c'est que, et ça c'est un gros problème, c'est le fait que le changement peut se faire de manière extrêmement brutale et rapide, sans que nous ayons les possibilités de nous adapter. La leçon la plus surprenante est peut-être la rapidité avec laquelle notre planète peut changer. Et c'est effectivement ce qu'on observe depuis les années 50. Je vais dans cette seconde partie, ça c'était introductif, pour faire comprendre ce que c'est que l'Anthropocène et à quel point ça peut être embêtant. Je vais vous montrer, là aussi, de manière très, très factuelle, très objective, le fait que ce phénomène d'Anthropocène s'accélère depuis les années 50. C'est pas seulement qu'il est là, mais qu'il s'accélère depuis les années 50. C'est ce que des chercheurs ont appelé la grande accélération. Donc l'accélération de quoi? Du rythme de ces phénomènes, de leur importance, donc c'est l'ampleur et la gravité des changements, gravité pensée à l'ozone, et l'étendue aussi. Hein, c'est une accélération en termes d'étendue, c'est-à-dire c'est planétaire. Vous parlez d'un accident industriel à l'échelle planétaire. Alors, regardez la croissance de la population mondiale. Donc ça, vous voyez, je vais vous présenter les phénomènes humains, et ensuite je vais vous présenter la réponse de la planète et du vivant à cette grande accélération des activités humaines. Alors regardez la croissance de la population. Vous voyez que la courbe, à partir des années 50, donc c'est grande accélération à partir des années 50, la courbe, elle fait ça, à partir des années 50. Et regardez, encore plus frappant, ça c'est
à une échelle beaucoup plus grande, à l'échelle du millier d'années. Vous voyez, à partir de... Alors ça fait ça à partir disons, du début de l'ère industrielle, hein, du décollage de l'Europe industrielle, donc 1800, et ensuite c'est quasiment vertical. Ok. La population urbaine aussi. Regardez, c'est quasiment, ça décolle pas jusque 1900-1950. Et là encore, la courbe fait ça. Regardez ce que vous dit un expert de l'université de Yale. C'est une bonne université. Il vous dit qu'on va construire plus d'aires urbaines au cours des 3 premières décennies du XXIe siècle que durant toute l'histoire humaine. La croissance économique, parce que c'est pas que des choses négatives, disons, négatives en premier abord. Les investissements étrangers dans les pays, hein, c'est les flux de capitaux. En fait, les flux de capitaux, voilà, c'était quasiment nul dans les années 50. Ça explose après. Les espaces qui sont domestiqués, alors ça veut dire notamment qu'ils sont réservés aux activités agricoles et au bétail. Hein. Donc là encore, vous voyez la courbe, à partir des années 50. Je vous ai mis la production mondiale de viande, donc là c'est des années 60 à 2010. Par exemple, multiplication par 4 de la production de cochons depuis les années 60. Multiplication par 4. 90% de la masse, de la biomasse qu'on appelle la masse, c'est-à-dire la masse des êtres vivants des mammifères, aujourd'hui, c'est soit des hommes, soit des bêtes que l'on mange. D'accord, 90% des mammifères sur Terre, c'est soit des hommes, soit des bêtes que l'on mange, alors qu'il y a 10 000 ans, c'était 0,1%. En fait, les mammifères, il ne reste plus que nous et ce qu'on mange. La consommation d'énergie, aussi. Au cours du XXe siècle, donc consommation d'énergie, c'est tout, c'est l'électricité, c'est l'énergie fossile, on va en reparler. Au cours du XXe siècle, cette consommation a été multipliée par 16. Je reviendrai sur les énergies fossiles. Ça, c'est les barrages, hein, les rivières, les cours d'eau en général qui ont été, sur lesquels on a installé des barrages. Et là aussi, ça explose. La consommation de l'eau, que ce soit domestique, industrielle, pour l'agriculture, ça explose. L'utilisation d'engrais, explosion. La production de produits chimiques. Actuellement, il y a environ, donc c'est la chimie de synthèse, ça remonte au XIXe siècle. Voilà. C'est très utile, hein. Ça produit des engrais, donc les engrais c'est utile, ça fait pousser les choses. Bon. Aujourd'hui, il y a plus de, alors non, c'est dans les années 90, il y a plus de 100 000 substances chimiques de synthèse qui sont commercialisées dans le monde. Alors, petite... hop. Ça c'est... Je vous ai mis là de manière un petit peu pour anticiper. Une conséquence de ça, c'est un mail interne qui a fuité en octobre 2023. C'est un mail du responsable de l'Agence régionale de la santé d'Occitanie. Il se trouve que c'est l'Occitanie, mais ça aurait pu être une autre région de France. Qu'est-ce qu'il vous dit? Donc c'est un mail qui n'était pas destiné à la publication, c'était un mail qui était destiné à ses équipes internes. Il vous dit qu'il y a des PFAS et des métabolites partout. Donc les PFAS, c'est des composés moléculaires qui entrent dans la fabrication de pesticides. Pesticides et fongicides, donc des substances qui ont pour fonction de tuer les êtres qui s'attaquent aux productions agricoles, les insectes, etc. Ben, il vous dit qu'il y a des choses, voilà, il y a ces choses-là partout dans l'eau du robinet. Et il en conclut
Alors, c'est pas parce que vous avez une substance dans l'eau du robinet que forcément c'est pas potable. Hein. Pourquoi pas? On peut l'absorber, on peut la rejeter, peut-être que cette substance est. Vous voyez, il ne faut pas se faire peur inutilement. Peut-être que cette substance est inoffensive. Peut-être qu'on l'ingère en quantité qui ne sont pas suffisantes pour que ce soit lisible. Bon, ça dit quand même, il faut arrêter de consommer de l'eau du robinet. C'est pas moi qui le dis, c'est le responsable de l'Agence régionale de la santé Occitanie en octobre 2023. Vous voyez que c'est plutôt récent. Il dit à ses équipes internes, il faut arrêter de consommer de l'eau du robinet. C'est un mail qui a fuité. Hein. C'est pas un complot, c'est un mail qui a fuité, c'est paru dans le Canard enchaîné. La consommation de papier, ça a explosé. La production annuelle de ciment, ça a explosé. Alors regardez, une petite statistique qui est intéressante. Tous les 2 ans, actuellement, la Chine, alors je ne sais plus si c'est consomme, oui, c'est consomme autant de ciment que les USA durant tout le XXe siècle. Vous voyez, en 2 ans, la Chine consomme, ça ne veut pas dire qu'elle en produit, mais elle en consomme, autant que les États-Unis durant tout le XXe siècle. Le nombre de véhicules à moteur, le nombre de téléphones, c'était avant le smartphone, en plus. Ah oui, le tourisme international, d'après vous, ça a cru de combien? Il y a peut-être des BTS tourisme parmi vous. D'après vous, ça a été multiplié par combien? Et on en est à quel niveau aujourd'hui? Voilà, combien de personnes prenaient l'avion ou je sais pas, le bateau pour voyager à l'international, que ce soit pour le plaisir, pour les affaires? 25 fois 30 minimum? Ouais, qui dit mieux, qui dit plus? Bon, en fait, ça a été multiplié par plusieurs dizaines de milliers. Voilà. Parce que dans les années 50, il n'y avait que quelques dizaines de milliers de personnes qui voyageaient. Il fallait être riche. Hein. Il fallait être riche pour voyager. Ça coûtait beaucoup plus cher que maintenant. Et il fallait avoir du temps. Il fallait... Bon. Donc, vous voyez, on a changé de monde. Hein, voilà. C'est plus du tout les mêmes proportions. Donc on est passé de quelques milliers à plusieurs centaines de millions. Ah, la production mondiale de plastique, je vais parler un petit peu des plastiques. Alors d'après vous, allez, ouais, moi j'ai les... Donc là aussi c'est des chiffres fiables. En 65 ans, d'après vous, la production de plastique a été multipliée par combien? Non, c'est difficile de battre le tourisme. La production de plastique, d'après vous, quels sont les ordres de grandeur, à peu près? Les fois 10, je sais pas, fois 30. En 65 ans. Donc vous voyez, on va se dire dans les années 60, bah, quand même, c'était la société de consommation, hein, déjà. Les années 60, et maintenant, la production de plastique a été multipliée par combien? Ouais, 200. 200, bravo. 1000, on va peut-être y arriver. Alors, évidemment, cette production a été tirée par des pays comme la Chine. La Chine, il y a plusieurs centaines et même plus d'1 milliard de personnes. C'est une économie très très puissante. Donc, on l'a vu avec le ciment, hein, d'ailleurs. C'est effectivement un pays qui pousse vers ce genre de choses, à l'accélération de ces processus. Vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est que la moitié de l'ensemble du plastique produit depuis 1950, la moitié du plastique produit depuis les années 50, l'a été entre 2000 et 2016. Donc c'est non seulement qu'il y a une accélération entre 50 et 2000, mais une accélération dans l'accélération entre 2000 et maintenant. On va le voir avec les vêtements, la fast fashion, l'industrie du vêtement. Vous allez voir, les chiffres sont délirants. On sait ce que c'est, le petit creux qui a un moment Le petit creux, je me pense que c'est c'est la crise de 2008, je pense. Lequel? Ça va être le choc pétrolier, là. Non, au 313, là où c'est
eu lieu entre 2000 et 2000. C'est la crise de 2008, je pense. Forcément, ça doit être ça. Si on avait 2020, mais j'ai des projections pour plus tard. Donc si aucune mesure n'est prise, ça va pas s'arrêter. Et que ça va pas s'arrêter, on va battre les multipliés par 1000. On va vers ça. Et on va quand même finir sur une note positive. Parce que bon, ça suffit les mauvaises nouvelles. Ouais. Le nombre de restaurants à McDonald's. Hein. Et encore, comme je vous disais, ça c'est 1950-2000. Hein. Donc je vous parle pas on parle pas de 2000-2020, 25. Donc tout ça, c'est la grande accélération des activités humaines. Je vais vous montrer les conséquences pour la planète et on fait une petite pause de 5 minutes. On va faire une petite pause. À moins que vous vouliez encore plus de bonnes nouvelles, mais on peut continuer dans les bonnes nouvelles. Alors regardez, quelques réponses on va dire, des systèmes planétaires. Les systèmes, c'est un mot qui est utilisé dans la science, qui étudie ces conséquences. Donc la concentration de CO2, vous savez ce que c'est quel effet ça, le CO2? Je crois qu'on étudie ça au lycée. C'est un gaz à effet de serre, vous savez. Bon, ça réchauffe la Terre, notre bulle, la bulle dans laquelle on vit, ce qui est sous l'atmosphère. Donc là encore, c'est des mécanismes très complexes et qui ne sont pas tous compris. Bon, ça, je passe. La concentration de méthane, alors c'est notamment dû à, vous savez, qu'est-ce qui relâche du méthane? Ouais, c'est le bétail. Hein, c'est le bétail quand il y a des rejets organiques, ça rejette beaucoup de méthane, donc ça explique en partie. Alors, le nitrogène, c'est l'azote. Oui, le nitrogène, c'est l'azote en français. Et ça fait ça, l'azote. Hein. Les algues vertes, donc en Bretagne, notamment, parce qu'en Bretagne, je crois que, alors, si je ne vous dis pas de bêtises, mais 80% du porc produit en France est produit en Bretagne. Et ça utilise énormément c'est une industrie qui utilise énormément d'azote. Ça produit ça. En fait, c'est un fertilisant pour les algues. Donc elles croissent de manière complètement désordonnée et déréglée, ça fait ça. Bon, et ça c'est mignon. Quoi. Enfin, mignon. Peut-être pas très joli, non, mais ça paraît pas très grave. Ok, la hausse des températures. Ça, vous en avez entendu parler, normalement. Ça, je vais passer... L'ozone, on en a parlé. La perte de forêt tropicale, qui s'accélère aussi, comme vous voyez. En 2020, il ne resterait plus que 35% des surfaces dites sauvages, où l'homme n'a pas implanté ses artefacts. La hausse du niveau des mers. La hausse des événements climatiques très négatifs. Désastres, on parlait de désastres. Vous avez tous entendu parler, tous entendu parler de ce qui se passe en Californie, j'imagine. Hein, des feux. Patrick Borel qui a perdu sa maison, le pauvre. Patrick Borel et quelques autres. L'exploitation du poisson, qui explose aussi. La perte de la biodiversité. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que pour la première fois, une espèce est le moteur, et le moteur, on peut dire unique, hein, d'une extinction massive. Hein. Les chercheurs considèrent maintenant, il y a un consensus, hein, c'est un très fort consensus des chercheurs. Vous allez voir les chiffres, à quel point c'est un consensus, pour dire que on est en pleine extinction massive d'espèces
actuellement. Et non seulement ça c'est pas inédit, mais la cause c'est nous. Via nos activités. Alors petit focus sur la pollution plastique et je continue encore un petit peu et on fait une petite pause. Alors d'après vous, et ce que j'ai montré, c'est pas une étude, bon, en plus je suis pas militant écolo, c'est pas une étude d'écolo, hein, c'est pas des fous furieux ou des gens qui cherchent à forcer le trait. Je vais vous montrer une étude du World Economic Forum, donc c'est le cœur de l'économie de marché, qui fait des prédictions sur la quantité de plastique qu'il y aura dans les océans si on ne fait rien. Alors c'est d'ici 2050. Alors ça dit, d'après vous, par rapport à la masse de poissons dans l'océan, dans les océans en général, les océans, les mers, combien est-ce qu'il y a de plastique? Est-ce que c'est 5% de la masse totale des poissons? Est-ce que c'est 2%? Est-ce que c'est peut-être 6%? Je sais pas. Donc la quantité de plastique, vous allez voir les chiffres. La quantité, et c'est pas des zozos, hein, ceux qui vous montrent ça. C'est pas des écolos échevelés. C'est le World Economic Forum. D'ailleurs, en plus, c'est des gens qui n'ont aucun intérêt. C'est comme Dupont et compagnie. C'est des gens qui n'ont aucun intérêt à ce que, si je le dis de manière un petit peu brutale, à ce qu'on fasse quelque chose. Je veux dire, eux, ils veulent continuer leur business. Arrêtez de nous emmerder avec ça. Ben, pourtant, ils vous disent qu'il y a un gros problème. Donc d'après vous, c'est quoi la proportion actuellement de plastique dans les océans par rapport à la masse de poissons, hein? Est-ce que c'est 10% de la masse de poissons? 60%? 35%? Donc s'il y a 100 poissons dans l'océan, s'il y a des poissons qui font 100 kg, il y a 35 kg de plastique. Alors en fait, regardez. C'est un tiers. C'est-à-dire actuellement, alors en plus en 2014, maintenant ça a dû s'augmenter, actuellement il y a, en termes de masse brute, hein, c'est masse brute, il y a un tiers de plastique dans les océans, il y a un tiers de la masse des tout ce qui est poisson, alors ça englobe aussi tous les mammifères marins. Voilà, vous avez un tiers de plastique, un tiers de la masse de poissons dans les océans. Et en 2050, donc encore une fois c'est le World Economic Forum, en 2050, ils nous disent que si on ne fait rien, et comme je vais vous montrer, malheureusement il n'y a pas grand chose à faire, si on est un peu réaliste, il y aura autant de plastique dans l'océan que de poissons en 2050. Voilà. Et alors du plastique sous des formes très très diverses. On va en reparler, c'est notamment du plastique sous des formes microscopiques. Ce qui complique les choses. Ok, alors je finis sur le plastique et on fait une petite pause. Alors un autre problème avec le plastique, c'est que ça ne s'accumule pas seulement dans les océans, mais ça s'accumule aussi dans l'atmosphère. Ce qui est sympathique ici, c'est qu'une étude toulousaine, une équipe toulousaine a été pionnière dans le fait de montrer ça, que le plastique s'accumulait dans l'atmosphère. Alors regardez ce qu'ils ont fait, c'est tout bête, entre guillemets. Ils sont juste allés dans une station isolée en Ariège, qui est à plusieurs dizaines de kilomètres de toute activité. Donc c'était l'hiver, il y avait une couche de neige. Ils ont simplement mesuré les quantités de plastique dans la neige. Donc dans une station des Pyrénées ariégeoises, où il n'y a rien, et c'est une station protégée. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Malheureusement, ils ont trouvé que... Donc on s'attendait à trouver du plastique, certes, mais ils ont trouvé qu'il y avait autant de plastique qu'à Paris. Il y a autant de plastique dans une région reculée des Pyrénées ariégeoises qu'à Paris ou que dans une mégapole chinoise. L'explication, c'est que, en fait, le plastique suit le cycle de l'eau. Les microplastiques sont dans l'eau. Quand l'eau s'évapore,
les plastiques sont tellement petits et tellement légers qu'ils s'évaporent avec la vapeur d'eau. Et donc, ils se retrouvent dans les nuages. Et donc, en fait, littéralement, il pleut du plastique. Il pleut du plastique. Alors, regardez, suite à cette étude, c'est ce que vous dit une étude américaine, là, qui, suite à cette étude, comme je vous disais, les Français ici ont été pionniers, a fait la même chose dans les zones protégées aux États-Unis. Et ils ont parlé, effectivement, c'est eux qui ont parlé, hein, les Américains en sens du marketing. Ils ont parlé chercheurs, ont parlé de puits de plastique. Donc, on a estimé que plus de 1000 tonnes de plastique de l'atmosphère étaient déversées sur les zones protégées des États-Unis, de l'Ouest, y compris les parcs sauvages et les parcs protégés. Et c'est équivalent à entre 120 et 300 millions de bouteilles de plastique. Donc ce qu'ils vous disent, c'est que chaque année, il pleut entre 120 et 300 millions de bouteilles de plastique sur les zones sauvages aux États-Unis. Normalement, c'est des gens sérieux, hein, c'est des chercheurs, ils font bien leur travail. Et ça, c'est, voilà, là, vous avez une image de ce qu'ils trouvent quand vous zoomez avec un bon microscope. Là, vous trouvez cette espèce de soupe là, de plastique. Vous voyez, c'est des plastiques qui sont ce qu'on appelle des microplastiques. Ce qui est encore moins rigolo, c'est que quand vous avez les bons outils, c'est ce qu'ils vous disent d'ailleurs, je crois, quand vous avez les bons outils, vous trouvez aussi des nanoplastiques. Donc nano, c'est inférieur à 1 millième de millimètre. Donc non seulement vous trouvez ça, mais en plus des nanoplastiques. Vous vous doutez que ceci n'est pas sans incidence sur la santé humaine. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire qu'en fait en permanence on ingère du plastique, hein, sous forme micro-nano. Alors attention, ce plastique qu'on ingère, on le rejette. On en rejette une grande partie. Mais très certainement, on en conserve aussi une partie dans notre organisme. Alors après, peut-être que c'est peut-être pas si nocif que ça. Hein. Vous voyez, il ne faut pas être, encore une fois, j'essaie de vous présenter les choses de manière objective et neutre et dépassionnée. Parce qu'a priori, c'est pas parce qu'il y a un petit peu de plastique dans notre organisme que c'est forcément mauvais. Peut-être que même ça nous rend plus forts. Qui sait? Il faut faire des études plus poussées. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut faire des études pour savoir qu'elle n'a pas que ça, avant de prendre peur. Ce sont des études qui ne font que commencer, hein, qui datent, qui sont jeunes, récentes, mais ce qu'on trouve quand on fait des essais sur les animaux, bah, c'est que c'est pas bon du tout d'avoir du plastique dans l'organisme. Voilà. Comme on pouvait s'en douter, mais c'est pas bon du tout. Et par exemple, maintenant, les autorités médicales, en tout cas de plus en plus, déconseillent aux femmes enceintes de boire de l'eau en bouteille. Déconseillent de boire de l'eau en bouteille plastique. Alors vous me direz, il faut boire de l'eau du robinet, mais l'eau du robinet est polluée aussi. Alors on fait comment? On met l'eau du robinet dans la bouteille plastique. Voilà. On mélange bien, et voilà, on fait un petit mix. On fait comment? Bon, il y a des solutions dans le commerce, il y a des filtres qui sont relativement efficaces. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est que si on a les équipements appropriés, on peut détecter non pas seulement ça, mais aussi des nano plastiques. Pas seulement micro, mais nano. Récapitulatif. Alors vous voyez, là je vous ai juste mis le récapitulatif pour vous donner l'allure des courbes. Hein, ça fait ça. Voilà. Vous voyez, la grande accélération, hein, comme la grande accélération. Et ok, allez, on fait une petite pause, 5 minutes. Et on parlera aussi, on va parler de l'aspect plus business de la question.
le monde de l'entreprise face à cette réalité. Allez, on reprend. Donc, je crois que vous avez compris à peu près de quoi il était question avec l'Anthropocène. Qu'est-ce que c'était? Donc c'est un changement global qui affecte tout, y compris nous, et qui est, donc c'est non seulement un changement global, mais qui a une cause unique, les activités humaines. Alors, des points, quelques caractéristiques de cette nouvelle ère. On a déjà parlé, je récapitule. C'est soudain, ça arrive sans crier gare, tout d'un coup. C'est grave, ça a des conséquences graves. Ça dure, normalement ça dure longtemps. Vous voyez, l'ozone, ça met 100 ans, et les CFC, ça met 100 ans à disparaître, à se reformer. Et bien souvent, c'est irréversible. Irréversible, c'est-à-dire que, alors pas pour tous les changements, mais pour certains, et pas les plus sympathiques, il n'y a pas de retour en arrière possible. Exemple de ce non-retour en arrière possible, vous l'avez ici en bas, c'est des villes qui deviennent inhabitables avec la montée des eaux. Et vous voyez, l'aspect très très pratique, hein, c'est les assurances là-dedans. Si vous êtes une compagnie d'assurance, vous êtes ruiné. C'est pas seulement les habitants, il y a évidemment tout un tas d'effets en chaîne sur les activités économiques, y compris celles dont on peut se dire qu'elles sont le moins directement impactées. L'extinction de nombreuses espèces aussi, c'est un effet irréversible. Rappelez-vous, 90% des mammifères maintenant, c'est des hommes ou des vaches, ou des cochons. Tout le reste, ça disparaît. Ok, là vous avez une projection par exemple, un exemple d'irréversibilité. C'est une projection sur une carte qui a été faite par des universitaires, je crois que c'est des Anglais. Ce sont des projections du niveau de l'eau, parce qu'il y a des phénomènes de montée des eaux, à l'horizon 2050-2100. Vous voyez, il y a une partie de l'estuaire de la Gironde qui sera très probablement sous l'eau. Et je vais vous parler ensuite des degrés de certitude qu'on a de ces choses-là. Parce que vous pouvez me dire, ok, tout ça c'est sombre, mais est-ce qu'on est certain que le plus sombre va se passer? Est-ce qu'il n'y a pas des degrés? Alors, le probable, le certain. Est-ce qu'il y a des choses dont on est certain? Est-ce qu'il y a des choses qui sont seulement probables? Pour aussi ne pas céder à la peur, à la panique sans fondement. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont quasi certaines, beaucoup de choses négatives qui sont quasi certaines. D'ici 2100, plusieurs dizaines de mégapoles ou métropoles pourraient disparaître sur les eaux. Vous avez l'exemple que vous connaissez peut-être de Jakarta, la capitale de l'Indonésie, qui a été évacuée récemment. Donc, vous voyez, c'est pas des inventions. Ok, ça je vais passer, la gravité, on a déjà parlé, donc des phénomènes en Russie, en 2010, des feux, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts. Bon, ça a fait l'actualité, puis maintenant on n'en parle plus trop, mais c'est des choses qui existent. Et ça, c'est des effets liés à la complexité des systèmes planétaires. Il y a des effets d'interdépendance, des causalités qui vont dans tous les sens, plusieurs sens et même tous les sens. Et des évolutions, ce qu'on appelle des évolutions non linéaires. Je pense que vous voyez à peu près ce que c'est, c'est-à-dire qu'on peut se dire l'évolution fait ça, on maîtrise, mais en fait tout d'un coup vous avez ça. La courbe fait ça. Pour des raisons qu'on maîtrise plus ou moins. Vous voyez, et parfois on ne peut pas le prédire. On ne peut pas prédire le moment quand ça va faire ça. Ce qu'on appelle des points de bascule dans ces recherches-là. Alors regardez, je vous montre un exemple de point de bascule. C'est un petit peu controversé. Donc ça, vous voyez, si je vous dis clairement
quand on est sûr ou moins sûr, mais semble-t-il, le Sahara, en 100-200 ans, est passé d'une savane verdoyante, donc c'était tout à fait vert, riant et agréable, en un désert. Ça, c'est un exemple de point de bascule et de changement brusque et soudain. Bon, c'est 100-200 ans, ça va, mais ça peut être beaucoup plus accéléré. Ok. Donc, les conséquences, c'est qu'il est quasi certain qu'il y aura ces phénomènes de point de bascule auxquels les populations ne seront et ne sont déjà pas préparées. Parce que ce genre de phénomène où ça se dérègle tout d'un coup, sans qu'on soit préparé, ça existe déjà. Vous avez l'exemple ici de Jakarta. Donc c'est une photo de 2021. Ben, vous avez des inondations catastrophiques qui font qu'il faut déguerpir. La conséquence, c'est qu'il faut dégager en vitesse et de la ville. Et comme je vous ai dit, le gouvernement prévoit l'évacuation de la ville, plus dans l'intérieur des terres, à l'horizon 2045. Donc, vous voyez, c'est quelques années, quelques dizaines d'années. Ben, c'est basculement, un basculement. Ok, donc ça c'est un petit point pour dire que toutes les évolutions depuis 50, 100, 200 ans ne sont pas négatives sur l'humanité, évidemment, vous le savez certainement, hein, c'est aussi pour apporter un contrepoint et que le tableau soit complet, le tableau de la réalité soit complet. Évidemment, on a fait des progrès énormes en termes d'espérance de vie, en termes de mortalité infantile. Est-ce que vous savez quels étaient les... Alors, dans certains pays plus que dans d'autres, mais quel était le taux de mortalité infantile environ jusque dans les années 1800 dans le monde? C'est-à-dire le taux d'enfants qui ne dépassait pas l'âge de 5 ans dans le monde, y compris en France, c'est à peu près le même dans tous les pays, avec les aggravations, plus ou moins. Mais c'était à peu près quoi le taux d'enfants qui ne dépassait pas l'âge de 5 ans jusqu'au début du 19e siècle, on va dire en France, pour se limiter à la France, d'après vous? Un tiers, c'est... Vous dites 50 50%. Donc c'est la part d'enfants qui mourraient avant d'atteindre 5 ans dans la population globale. En France, quelles que soient les classes sociales, d'ailleurs, quelles que soient les classes sociales. C'est entre 30 et 40%. Vous voyez ? Jusqu'au 19e siècle, en France, entre 30 et 40% des enfants ne dépassaient pas 5 ans. Donc vous voyez, c'est aussi un tout autre rapport à la mort. Un tout autre rapport à la mort. Ce qui peut expliquer beaucoup de choses, hein, de l'influence de la religion à cette époque-là, etc. La religion peut aider à faire face à ce genre d'événements. Petite remarque historique. Alors, c'est plus notre monde. Notre monde, nous, c'est différent, c'est l'anthropocène. Je ne sais pas si c'est mieux par certains côtés, peut-être par d'autres, non. Ok. Comme je vous disais, distinguons aussi, rapidement, distinguons ce qui est sûr, quasi sûr, de ce qui est seulement probable, avec là encore des nuances, hein, des degrés de probabilité. Il y a même des gens même des dizaines, des centaines de gens, des milliers de gens qui essaient de calculer la probabilité ou à la virgule, ou au centième près, au dixième ou centième près, de tel événement. Ben, si la probabilité c'est 0,8, c'est pas la même chose sur le plan des ressources qu'on va allouer à l'événement probable que si la probabilité est 0,1. Hein. Il y a aussi des conséquences énormes en termes d'argent qu'on va allouer d'argent, de moyens, d'énergie, de temps qu'on va consacrer au problème. Et évidemment, il y a toutes ces conséquences-là très concrètes derrière. Pas seulement des gens qui s'amusent à décaler les virgules. C'est des conséquences extrêmement concrètes. Si vous êtes à peu près sûr que votre ville va disparaître dans 50 ans, ça n'a pas les mêmes conséquences concrètes que... non, c'est pas du tout sûr.
Ok. Donc ça, c'est les choses que je vous ai tirées d'un site qui est très intéressant. C'est un professeur à l'université de Berkeley aux États-Unis qui était au début des années 2000-2010 climato-sceptique, c'est-à-dire qu'il ne pensait pas qu'il y avait un changement climatique qui était dû à l'activité humaine, et qui, du fait du nombre de plus en plus croissant d'études sur le sujet, a changé d'avis et a dit oui, effectivement, c'est en train de se passer. Donc vous voyez là, je vous parle du changement climatique, mais vous avez compris que l'anthropocène, c'est beaucoup plus large que le changement climatique. C'est tout, en fait. C'est tous les changements, qu'ils soient positifs ou négatifs, bon, ils sont plutôt négatifs et plutôt dangereux, même très dangereux, qui affectent l'évolution de la vie et des systèmes naturels en général. C'est pas seulement le changement climatique, mais le changement climatique est sans doute l'un des phénomènes les plus spectaculaires. C'est pour ça aussi qu'on en parle. Donc lui, il vous dit, il n'y a pas de problème pour être sceptique, c'est très bien être sceptique, mais soyez un sceptique intelligent. Hein. Soyez un sceptique intelligent et ne croyez pas toutes les théories plus ou moins farfelues qu'on peut trouver un peu partout sur ces sujets-là. Alors, petit exemple, une étude qui a été réalisée sur comment le public évalue la fiabilité des travaux scientifiques sur le sujet. Je vous posais la question. D'après vous, quel pourcentage de scientifiques spécialistes du climat a conclu que c'était un phénomène réel et deux causé par l'homme? Donc là, on parle de gens vraiment, des gens, vous voyez, qui passent leur vie, des centaines, des milliers de personnes qui passent leur vie à étudier ces questions. Et normalement, c'est pas qui essaient de faire ça bien, qui ont des laboratoires, qui ont des machines compliquées à disposition, qui font des relevés. Donc normalement, c'est pas des oiseaux, les gens. C'est pas des guignols. Donc d'après vous, ces milliers de gens-là, qui sont spécialistes de cette question précise, je reviendrai sur la question de la spécialisation, d'après vous, parmi ces gens-là, quel est le consensus pour dire qu'il y a un gros problème, et ce gros problème est causé par l'homme? C'est quoi? 90%? Au moins 70. Donc on parle des meilleurs chercheurs, hein, des meilleurs chercheurs. La communauté de chercheurs qui sont reconnus et qui publient dans des revues, des études solides, normalement solides, etc., etc. 80, 90, 70, le dernier chiffre. Donc consensus pour dire qu'il y a un gros problème et qu'il est causé par l'homme, par les spécialistes de la question. Combien? 80? Alors regardez, ça c'est les réponses par pays. Vous voyez qu'on est autour de 70, effectivement. La réalité, quand vous regardez les travaux des chercheurs, c'est quoi le consensus, le niveau de consensus? C'est 100. Quasiment 100. Et parmi les chercheurs spécialistes du domaine, ben, ils sont tous d'accord en fait pour dire qu'il y a un gros problème et que ce problème est causé par l'homme. Alors vous voyez, c'est des questions complexes parce qu'il y a des chercheurs qui ont essayé d'évaluer quelle était la part de rayonnement solaire dans le réchauffement climatique. Alors vous savez peut-être, si vous vous intéressez un peu à ces questions, il y a des gens qui disent qu'en réalité, le phénomène du réchauffement n'est pas causé par l'homme, principalement, même si ça cause un petit peu, mais par le soleil, le rayonnement solaire. Il y a des gens qui vous disent, par exemple, c'est 60% de rayonnement solaire, ou 70%, 30% l'homme. Et bien, les chercheurs font leur travail, ils vous disent, non, non, c'est pas ça. Effectivement, le rayonnement solaire, ça a une part, et ils essaient de mesurer cette part. Vous voyez, ils vous disent que c'est 5-10%. Mais 90% restant, c'est pas dû à une fluctuation naturelle, c'est dû à l'activité humaine. On en est sûr et certain. Sûr et certain. Oui. Donc ce que je veux dire, c'est que les chercheurs prennent en compte les objections. Ils essaient d'évaluer, c'est toujours cet effort pour quantifier la réalité, et quantifier la probabilité, quantifier la part du phénomène, des causes dans telle ou telle conséquence, phénomène. Et ils vous disent non, non, c'est ok, ça joue, mais en fait c'est tout à fait négligeable. Et tous les chercheurs, vous voyez, on parle de milliers de personnes, hein. On ne parle pas juste d'un type qui veut se distinguer et qui dit non, non, tout ça c'est faux. Non, c'est des milliers de personnes
de manière indépendante, sont d'accord pour dire ça. Il y a un gros problème, et à 90-95%, c'est dû à l'homme. On parle juste du réchauffement, là. On parle juste du réchauffement climatique. Ok. Donc, les incertitudes, parce qu'il y en a, hein, et encore une fois, les gens essaient de quantifier de manière précise pour pas qu'on parte dans tous les sens et qu'on fasse n'importe quoi. Les incertitudes, c'est l'ampleur exacte du réchauffement. Est-ce que ce sera 2,5 degrés, 3,5, 3,4? C'est sûr que ce sera, vous voyez, typiquement, c'est sûr que ce sera supérieur à 2 ou 3, mais on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter, on ne sait pas quelle sera la moyenne. Ou on ne le sait pas de manière suffisamment précise. Et quels seront les impacts précis sur les sociétés humaines? On sait qu'il y aura des impacts, mais les impacts précis, bonne chance pour le dire. Donc par exemple, ça c'est un rapport de 2020 qui date un petit peu, on est sûr que alors ils vous disent très probablement, il est déjà, en fait c'est plus que très probablement, c'est quasi sûr, si quand vous regardez bien, il est trop tard pour limiter le réchauffement à moins de 2 degrés d'ici 2100, on sera autour de 3 degrés. Alors je ne vais pas vous détailler, parce que je ne suis pas spécialiste non plus de la question, je ne suis pas chercheur moi, sur ces questions, je ne vais pas vous détailler les conséquences, mais ça a des conséquences, en fait on peut se dire 3 degrés, c'est rien, ça a des conséquences énormes. Alors regardez aussi en parlant des conséquences, qu'est-ce qui est certain? Ce qui est certain, c'est la deuxième flèche ici, c'est que toutes les populations ne seront pas touchées de la même façon. Et là on retrouve un peu, comment dire, l'économie, la politique, la sociologie. D'après vous, qui est-ce qui va être touché le plus par les conséquences de l'accélération des activités humaines dans le monde? Est-ce que c'est ceux qui ont déjà beaucoup, qui sont favorisés, ou est-ce que c'est ceux qui ont le moins? Bon, ben c'est ceux qui ont le moins, effectivement. Les gens qui vont être le plus touchés, ben en fait, c'est les populations pauvres du globe. C'est pour ça que le mot anthropos, il y a des gens qui contestent ce mot anthropos parce que ça suggère que tous les humains sont responsables au même degré et tous les humains vont être touchés au même degré par le phénomène. Bah non, il y en a qui sont plus responsables entre guillemets que d'autres, on va dire responsables. Et il y en a qui vont être plus touchés, même beaucoup plus touchés que d'autres. Ok. C'est effectivement les causes et les effets inégaux, et c'est inégal à la fois dans les causes et dans les effets de l'anthropocène. Effectivement, tel pays d'Afrique ne se développe pas de la même manière que la Chine. Je ne vais pas vous faire un tableau. C'est forcément la Chine a plus de poids dans ces processus que tel autre pays, tel petit pays. C'est pas très compliqué à comprendre. Ok. Là, c'est une estimation que j'ai tirée d'Angus. Il vous dit que 99 des victimes, alors c'est des catastrophes, c'est quoi, des catastrophes météorologiques, tempêtes, tornades, etc., se trouvent dans des pays. Qu'est-ce qu'il vous dit là, dans des pays en développement. Dans les pays en développement, et même on peut affiner la chose, 75% sont des femmes. Il peut y avoir aussi des inégalités en termes hommes-femmes. Bon. Alors je vais pas insister sur la question, mais c'est le cas aussi à l'intérieur des pays. Hein. Juste pour petit point, les personnes qui sont les plus touchées à l'intérieur des pays riches par ce genre de phénomène, c'est d'abord les plus pauvres. Hein. Quand vous vivez dans un logement, vous n'avez pas la clim, qui est insalubre, qui est etc., qui a tout un tas de propriétés, quand il y a une vague de chaleur, de canicule, vous allez plus en souffrir que quelqu'un qui a la clim chez lui. Une piscine, bon, vous avez compris. Hein, l'idée n'est pas difficile. Vous avez aussi un meilleur accès à la médecine, bon, etc., etc. Donc globalement, c'est les plus pauvres qui vont le plus souffrir. Ça ne veut pas dire que nous, on ne va pas souffrir, qu'on ne souffre pas. On souffre déjà. Hein, par exemple, l'eau est polluée, très polluée, comme je vous l'ai dit. Alors, les solutions, je vais passer parce que
la mauvaise nouvelle, c'est que en fait, si, il y en a peut-être. Techniquement, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que techniquement, il y aurait peut-être des solutions. C'est-à-dire sur le plan des moyens scientifiques, des moyens techniques, des sources d'énergie qu'on peut produire, ce serait par exemple peut-être possible de remplacer toutes les énergies dérivées du pétrole par des énergies plus propres comme l'énergie solaire. Techniquement, ce serait possible. Donc vous voyez, il y a des gens, hein, là aussi des gens sérieux qui ont fait des plans. Bon, voilà, qui ont fait des plans pour dire... Alors qu'est-ce qu'ils proposent, eux? Ils proposent un projet de 20 ans pour construire et installer des millions d'éoliennes, d'installations solaires et d'autres systèmes dans le monde pour remplacer les énergies fossiles, tout ce qui est pétrole et qui rejette énormément qui cause énormément de pollution et qui rejette beaucoup de CO2. Vous savez que le plastique c'est un produit qui est dérivé du pétrole. Je ne sais pas si vous le savez ça. En fait, c'est du pétrole sous forme solide. En gros, le plastique, qui a subi des traitements, mais c'est du pétrole sous forme solide. Bon, ça coûte assez cher, mais bon, voilà, ça pourrait être possible. Donc ça, c'est les plans scientifiques. Vous avez des plans industriels, et on retrouve le super génie planétaire, Elon Musk. Donc Elon Musk a proposé, ou plutôt son équipe, mais il aime bien attirer la lumière, son équipe, une de ses équipes a proposé un master plan début 2023. Donc c'est Tesla qui, en gros c'est la même chose, c'est on plante des panneaux solaires un peu partout et on oublie le pétrole. D'après vous, donc quelle est l'énergie qui est privilégiée, la source d'énergie? C'est pas effectivement le pétrole ou le nucléaire qui est privilégié dans le plan de Musk? Solaire, et c'est pour produire quoi? L'électricité. Il a des Tesla à vendre, donc ça l'arrange. Ok. Alors, c'est quoi le problème de ces superbes plans? Alors ils sont peut-être techniquement, encore une fois, techniquement c'est peut-être faisable. Le problème n'est pas technique. Le problème, le problème est politico-économique. C'est-à-dire que d'un point de vue politique et économique, c'est complètement irréaliste. Regardez ce que ça supposerait de faire, par exemple. Là, par exemple, ça supposerait, en 20 ans, d'aller convaincre, d'aller convaincre la Chine de fermer ses usines à charbon, voilà, qui représentent 50% de la production mondiale. Donc, ils leur sont extrêmement utiles aux Chinois, et je crois qu'ils en vendent même un peu, un surplus. Donc, allez dire aux Chinois, ok, maintenant, vous avez 10 ans, 20 ans pour fermer vos usines à charbon, qui alimentent votre économie. Vous allez voir la Russie, vous dites à la Russie, bon allez, maintenant vous fermez le gaz et vous fermez le pétrole. Ok, bonne chance. Vous allez voir les pays du Moyen-Orient qui vivent essentiellement de ça, l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc. C'est leur richesse, c'est le pétrole et le gaz. Voilà, vous leur dites maintenant, en disant, vous fermez tout. Donc vous avez compris que politiquement, ça c'est pas possible, hein, ça n'existe pas, c'est irréel. D'autant plus que des énergies fossiles, c'est un point qui est assez difficile de trouver des informations fiables là-dessus, mais il y en aura encore, surtout le charbon. Si je ne vous dis pas de bêtises, oui, c'est surtout le charbon. Il y en aura encore pendant au moins 100 ans. Bon. Donc il n'y a aucune raison pressante, imminente, pour fermer ça. D'autant plus que, voilà, aller transitionner, aller changer toutes votre économie, faire passer toute votre économie du charbon ou de, je sais pas trop, ou du pétrole en 10-20 ans, du pétrole, l'électricité, bon, c'est pas possible. Il y a trop de gens qui vivent de ça maintenant, ici et maintenant, pour aller leur dire de changer.
Donc ça, c'est l'obstacle, disons, politique, c'est politico-économique aussi. Bon, j'insisterai un petit peu plus sur la dimension économique plus tard. Alors vous avez d'autres solutions, la géo-ingénierie, donc ça c'est Crutzen, on le retrouve, qui a proposé ça, voilà, le prix Nobel de chimie. En gros, vous libérez des particules de soufre, donc là c'est le soufre, dans la haute atmosphère pour réfléchir. En fait, c'est le mécanisme assez simple, hein, vous avez des particules, ben, ça réfléchit les rayons du soleil, ça les renvoie vers l'espace au lieu que ça arrive sur la Terre. Donc mécaniquement entre guillemets, ça refroidit l'atmosphère. Et le mécanisme c'est ça. Les rayons sont déviés. Le problème, c'est que... Ok. Le problème, c'est que y a des risques d'effets secondaires indésirables et incontrôlables. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Et ça ne résout pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est les activités humaines qui alimentent le processus. Ben, il faut espérer que les Chinois, d'ici 10-20 ans, ne feront pas exploser dans l'atmosphère ce genre de choses pour... s'il y a de gros problèmes, s'il y a une accélération, et typiquement s'il y a un tipping point, là, un point de bascule, ben, il faut espérer que les Chinois, par exemple, hein, ne feront pas ça. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce que ça donne. On sait pas ce que ça donne. C'est un peu comme les CFC, vous voyez. On utilise les CFC, ça a l'air bien, comme ça, là, mais ça donne quoi en fait? Quelle réaction ça cause? Donc, comme je vous disais, le problème, c'est que le problème n'est ni technique, ni évidemment sectoriel. Évidemment, c'est pas sectoriel, c'est pas limité à un secteur, hein, juste le plastique, ou la pollution de l'eau. Hein, le problème n'est pas sectoriel et il est évidemment pas technique. C'est que tous nos systèmes politiques et économiques reposent sur des activités, sur le pétrole. C'est les systèmes de production, les systèmes logistiques, les systèmes d'acheminement des matières premières, d'acheminement des produits finis. Tout ça, alors que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans l'agriculture, tout ça, ça repose sur notamment sur des produits qui sont issus du pétrole. Sur le pétrole, alors le pétrole, vous savez, c'est affiné le pétrole, hein, c'est toute une industrie. Mais notamment sur les produits à base et plus largement les énergies fossiles, qui sont source de pollution. Je vous prends juste un exemple des voitures. D'après vous, dans une voiture normale, il y a combien de plastique en termes de poids? C'est combien du poids d'une voiture, le plastique? Y compris les Tesla électriques. Alors vous voyez, vous voyez déjà la complexité des choses, c'est que les produits qui fonctionnent à une source d'énergie propre, entre guillemets, en fait sont bourrés non seulement dans le produit fini, mais dans le processus de production, ça demande en fait des énergies sales, comme le pétrole. Là, les batteries, par exemple, elles sont fabriquées à partir de pétrole, à partir de matériaux rares. Ces matériaux rares, il faut les extraire. On les extrait avec des machines qui utilisent du pétrole, etc. etc. Bon. Donc les chiffres, c'est vous avez 10% du poids d'une voiture qui est constitué de plastique, donc c'est le poids, mais le volume, c'est 50%. 50% du volume d'une voiture, c'est des éléments en plastique. Donc vous avez compris que techniquement c'est peut-être faisable, mais sur le plan politique et économique, on ne voit pas trop. On ne voit pas trop comment on pourrait changer et rapidement nos modes de production, de consommation, de distribution, etc. actuels. Et comme je vous disais, c'est un phénomène que le monde de l'entreprise prend de plus en plus au sérieux, et on va terminer sur quelques exemples. Quelques impacts de ce phénomène donc, qui est multidimension sur le monde du business. Qu'est-ce que je voulais vous dire juste avant? Oui, là aussi, il
c'est être un peu réaliste et ne pas tomber dans la panique. C'est pas parce que, je fais une comparaison avec la médecine, c'est pas parce qu'un patient est malade, est gravement malade, qu'on baisse les bras et qu'on ne fait rien. Vous pouvez quand même soigner, même si vous ne pouvez pas guérir le patient, il aura toujours sa maladie, vous pouvez soigner. C'est la différence entre guérir et soigner. Donc on peut apporter des soins, alors peut-être déjà pour nous, hein, se protéger de la pollution, peut-être quelques petites, si on pense de manière un petit peu égoïste, quoi faire pour réduire les substances qu'on ingère dans notre organisme, par exemple l'eau polluée. Il y a des solutions, qui existent sur le marché, il y a des filtres par exemple, qui enlèvent pas mal de pollution. Donc c'est pas parce que vous êtes malade que vous vous soignez pas. Donc qu'est-ce qu'on peut apporter comme soin, même si très probablement on n'arrivera pas à guérir la maladie et que ça va faire mal, ça fait déjà mal. Même si on n'arrivera pas à guérir la maladie ou complètement, on peut quand même faire 2 ou 3 petites choses, et il y a des choses qui sont faites, et normalement, et notamment, entre autres, dans le monde de l'entreprise. Alors, ce qui existe, vous connaissez sans doute, peut-être, probablement, le business éco-responsable. Est-ce que vous avez Est-ce que vous savez ce que c'est, et est-ce que vous avez des idées de produits ou de marques qui font ça? Et dans quel secteur? Parce que c'est dans pas mal de secteurs. Déjà les financiers, la finance, le bécan. Oui, alors oui, vous avez, y compris dans les industries financières, alors c'est favorisé, alors notamment vous allez favoriser l'investissement dans des sociétés qui ont un label, des labels éco-responsables ou responsabilité sociale aussi, on va en parler, responsabilité sociale qui est un petit peu différent. RSE, effectivement, tout ce qui est entreprise RSE, responsabilité sociale et environnementale, ça regroupe les deux dimensions, sociale et environnementale. Vous avez quelques idées de donc responsabilité environnementale, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que l'entreprise s'engage à respecter un ensemble de normes dans sa gestion des impacts environnementaux de ses activités. Voilà, nous, on est conscient que nos activités ont un impact sur l'environnement, on prend ça en compte. Et comment on fait pour réduire, pour optimiser ça? Ok, ça c'est l'aspect environnemental. Donc, ça rejoint la notion de développement durable, et vous avez aussi l'idée d'être socio-responsable aussi, la responsabilité sociale. Donc, effectivement, le label RSE, responsabilité sociale et environnementale, vous intégrez aussi la dimension sociale dans vos processus de production. Par exemple, une société qui n'était pas très socio-responsable, donc c'est un scandale dans les années 90, là encore vous n'étiez pas né, mais certains ici doivent s'en rappeler, un scandale qui a touché Nike dans les années 90. Est-ce que ça vous dit ou pas? Donc ça n'a pas été bon pour l'image de Nike. Pas bon du tout. Mais en fait, il s'est avéré que ces sous-traitants, alors vous savez, le business model de Nike et de toutes les marques, c'est quoi? C'est en fait, on vous vend de l'image, on vend de l'image de marque. Et on abaisse autant que possible les coûts de production. On va produire dans des pays où les coûts de production sont très faibles. Donc dans les années 90-2000, c'était l'Asie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que donc, Nike ne gère pas directement les unités de production. Dans des unités de production de marque, il y avait des enfants qui faisaient les baskets. C'était pas 10 ou 20, c'était des milliers. Au moins quelques centaines. J'ai plus les chiffres exacts en tête. Mais je crois que c'était plus proche du millier que de la centaine. Mais il y avait des milliers d'enfants, à 14-15 ans, qui faisaient des baskets Nike. Et il y en a certainement encore. Il y en a certainement encore. Parce que voilà, l'enjeu c'est aussi qui est-ce qui contrôle ça. Alors il y a des labels,
y a des moyens aussi d'échapper au contrôle. Bon, je ferme la parenthèse. Donc vous voyez, ça vous fait comprendre concrètement ce que c'est que, et douloureusement et tragiquement, ce que c'est que la responsabilité sociale. Hein. Vous ne faites pas travailler des enfants. Enfin, vous ne faites pas travailler les gens pendant 15 heures, sans pause, etc. C'est ce que ça veut dire la responsabilité sociale. Ok, ça renvoie à la notion de commerce équitable, c'est-à-dire un commerce dont les coûts et les bénéfices soient équilibrés pour les producteurs, l'entreprise qui produit et les consommateurs. C'est trouver un équilibre, une justice entre les coûts et les productions pour chacun des parties prenantes. Alors, vous avez des exemples dans l'alimentaire, vous avez des exemples dans les vêtements à la mode, on va en parler. Déjà, par exemple, qui est une marque française, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Vous avez des exemples dans l'électronique grand public. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une marque de smartphone. Moi, je n'utilise pas, mais il y a une marque de smartphone qui produit des smartphones éco-responsables et je crois aussi socio-responsables. Ouais. Quelqu'un connaît? C'est Fairphone. Je crois que c'est néerlandais. Fairphone. Change, meilleur slogan. Change is in your hands. C'est un petit peu optimiste. Oui, mais... D'accord. Moi j'arrête en 11 heures. Ouais, je suis bien allé, Donc Fairphone, change is in your hands. Ok. Donc vous voyez, c'est des smartphones qui essaient le plus possible d'utiliser des matériaux recyclables, qui ne proviennent pas de zones de guerre. Vous voyez, il y a aussi ça. C'est même responsabilité sociale très poussée, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais en Afrique, alors, les matériaux qu'on utilise pour les smartphones proviennent notamment d'Afrique, et en fait en Afrique de zones de guerre. C'est véritablement de zones de guerre. Et il y a alors ça évolue, mais donc ça veut dire aussi qu'il y a des seigneurs de guerre qui exploitent des unités d'extraction de matériaux pour, qui se font du pognon, j'allais dire, sur l'industrie du smartphone. Parce qu'ils ont le contrôle militaire de la région, et en fait, ils contrôlent l'extraction. Et c'est des réalités actuelles, hein. C'est pas fantaisiste, hein. C'est des réalités actuelles. Ok, avec une dimension aussi contre l'obsolescence programmée. Vous savez ce que c'est l'obsolescence programmée? C'est-à-dire, c'est des choses qui existent vraiment, hein, qui sont documentées. C'est quand vous produisez un produit, vous programmez sa durée de vie courte, relativement courte, pour faire en sorte pour inciter l'acheteur à racheter le produit. On va voir un exemple avec la fast fashion, la mode jetable. C'est des vêtements de basse qualité qui sont conçus effectivement pour être rapidement usés et rapidement jetés même, et rapidement rachetés. Justement, focus sur l'industrie du vêtement. Alors là encore, petite question, d'après vous, alors non, c'est quoi les chiffres que j'ai? Combien est-ce qu'on produit de vêtements à l'heure actuelle chaque année dans le monde? Donc vêtements, je crois que ça n'inclut pas les chaussures. Là, pour ce que j'ai... Pardon? 1 million de tonnes. J'ai pas les chiffres en tonnes, là c'est en... Je pense que c'est... Je réfléchis... non, ça va peut-être beaucoup. Ouais, quoique. Je sais pas. J'ai les chiffres c'est difficile à trouver des chiffres fiables. C'est pour ça que on peut pas avoir tous les chiffres. Non, c'est en unités, en nombre de pièces produites. Donc de t-shirts, de jeans, de pantalons, de pulls, d'anomaks, je sais pas trop quoi. Combien? 400 millions de vêtements produits chaque année. Bon, on est quand même quelques milliards sur Terre, 7-8. Bon, on pourrait se dire
100 milliards de vêtements produits chaque année. 200 milliards de vêtements produits chaque année, de pulls, de pantalons, c'est beaucoup quand même, non? Pas? Non? Bah, ça sert à quoi de produire 200 milliards si on est 7 milliards? Bah, vous êtes pas loin, vous êtes dans la réalité. Vous voyez, par exemple, en 2030, on estime qu'il y aura 200 milliards de vêtements produits chaque année. Alors, je vous rappelle on sera à 8 milliards, hein, 8 ou 8 milliards et demi. Alors, on peut se poser la question, ça va pas produire 200 milliards de vêtements. Donc, c'est 200 milliards de vêtements. C'est des chiffres fiables. Et regardez ce qui est toujours dans cette idée de grande accélération et d'accélération de l'accélération. Regardez aussi ce qui est très intéressant. En 15 ans, ça a été multiplié par 2. 15 ans multiplié par 2. Alors, la population mondiale n'a pas été multipliée par 2 en 15 ans. Regardez, en 30 ans, c'est multiplié par 4. La population mondiale, certainement pas, elle augmente, mais elle n'a certainement pas été multipliée par 4 en 30 ans. Vous voyez, on part de 50 milliards passe de 50 milliards à 100. Donc 150, on va peut-être à 150 aujourd'hui. On approche des 200. Alors regardez, ce qui est intéressant aussi, c'est des estimations, mais c'est la fréquence, ou plutôt la durée d'utilisation des vêtements. Vous voyez que les courbes se croisent. C'est plus il y a de vêtements qui sont produits, moins on les utilise longtemps. Donc ça fait quelques petits déchets. Vous doutez bien. Et des déchets, ouais. Des déchets qui sont d'ailleurs auxquels on ne pense pas. Alors, évidemment, l'industrie de la mode produit 20% des eaux usées mondiales. Alors, vous voyez par exemple, dans un centre de production en Inde, qui est un des plus gros centres de production, alors je crois que c'est pas de la production de vêtements, je crois que c'est la teinte de vêtements. Parce que vous avez, dans la chaîne de production, vous avez évidemment ce qui est très polluant et ce qui demande beaucoup d'eau. Surtout très polluant, c'est de teindre les vêtements. Donc vous voyez, ça produit 20% des eaux usées. Ça peut faire ça. Ouais, de belles couleurs. Alors regardez aussi un chiffre que je trouve spectaculaire, c'est que ce qu'on oublie, c'est que 60% des vêtements qu'on porte, en fait, c'est du pétrole. 60% des vêtements qu'on porte, ce sont des vêtements à base de pétrole. C'est du pétrole solidifié. C'est pétrole solidifié et modifié. C'est-à-dire c'est du plastique. Alors regardez, ça aussi c'est des chiffres fiables. C'est une étude, je crois que c'est des Britanniques, je ne sais plus. Ils se sont amusés à faire l'évaluation du rejet du plastique par le seul lavage domestique. C'est le seul lavage domestique des vêtements par an. Qu'est-ce que ça rejette de plastique? Ben, comme les vêtements sont composés de fibres de plastique, chaque année, l'estimation, c'est qu'on rejette 500 000 tonnes de microfibres plastiques dans l'océan, rien qu'en lavant nos vêtements. Donc c'est la population mondiale, ça fait du monde qui lave ses vêtements. Vous voyez les proportions. C'est 500 000 tonnes, vous lisez bien, c'est 500 000 tonnes de plastique qui sont rejetées chaque année du fait du lavage domestique, voilà, des vêtements dans la machine, dans l'océan. Ouais, ça fait 50 milliards de bouteilles en plastique. Ça fait 50 milliards de bouteilles en plastique. Voilà, c'est ça l'anthropocène. C'est des chiffres qui, vous voyez, on se dit, non mais c'est pas possible. C'est une blague, c'est un film. En fait, non, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est quand la réalité dépasse la fiction, en fait. Et pas d'une manière très, très positive. 14% des déchets plastiques proviennent, c'est une estimation là encore, du vêtement et du textile. Parce que c'est pas l'industrie du vêtement ne se réduit pas aux vêtements portés par les particuliers. Bon. Ok. Alors vous avez évidemment une très forte responsabilité de ce qu'on appelle la fast fashion. Hein, la multiplication par 2 en 15 ans, c'est essentiellement eux.
Donc leur modèle économique, vous le connaissez, c'est produire énormément des vêtements. Alors ça s'adresse à des gens qui ont un faible pouvoir d'achat, donc beaucoup les jeunes, les étudiants. Bah, vous êtes la cible, notamment, enfin, pas que vous, mais vous. Pour pousser à la surconsommation. Je ne vais pas m'apesantir, vous connaissez ça, je pense très concrètement. Ok, donc ça donne des choses comme ça, sur TikTok. Ok. Alors, par rapport à ça, vous avez la mode, ce qu'on appelle la mode éthique. Donc, vous avez par exemple en France une société qui s'appelle Le Slip Français. Alors, évidemment, c'est pas les mêmes coûts en sortie. Hein. C'est 40 € le boxer, par exemple. C'est sûr que c'est pas les mêmes coûts que Primark. Même prix. Et je vais terminer sur le greenwashing. Ce qu'on appelle le greenwashing. Vous avez entendu parler du greenwashing? Ouais. Bon, en gros, c'est le fait de dire qu'on est respectueux de l'environnement, de faire de beaux messages en ce sens, la belle pub, alors qu'on l'est pas ou pas vraiment, ou pas autant qu'on le dit. On peut l'être un petit peu, mais pas autant qu'on le dit. Alors ça peut être assimilé à de la publicité, à des pratiques commerciales mensongères. Donc il y a des gens qui ont été condamnés en France, et pas qu'en France, pour ça. Hein. Donc ça touche de nombreux secteurs, pas seulement le vêtement. Et comme je vous disais, alors regardez, c'est puni, ça peut être puni par la loi. Alors, ça commence de manière très simple, hein, c'est-à-dire vous mettez du vert. Dans vos logos, dans votre marketing, dans votre emballage, vous mettez du vert. Voilà. Ça, c'est ce qu'on trouve c'est au Canada ou aux États-Unis, je ne sais plus. Ben, voilà, vous êtes, c'est un parking, société de parking en autoroute qui vous dit bon, allez, c'est bien de prendre la voiture, mais mettez quand même une petite pièce pour qu'on plante des arbres. Voilà, ça, c'est du greenwashing. Alors, comment repérer le greenwashing? Rapidement. Alors, regardez, on va le faire en direct. On va regarder, on va prendre ce deuxième exemple. Donc, c'est Primark. Ouais. Donc, qui vous dit que 39% de leurs vêtements sont faits de matériaux recyclés ou viennent d'énergie, de ressources renouvelables. C'est quoi le problème dans cette affirmation? Alors, les problèmes. Donc, 39% de leurs vêtements viennent de matériaux recyclés ou de sources, disons, on va dire, respectueuses de l'environnement. Essayez de voir quel est qu'est-ce qu'on veut nous faire croire. Quels sont le ou les problèmes? Ça, c'est typiquement du greenwashing. Alors, ouais, alors vous avez dans l'emballage, mais même dans le message. Là, si on entre dans le message, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on vous laisse, qu'est-ce qu'on vous suggère dont en fait, on ne sait pas si c'est vrai, et dont en fait, c'est pas vrai, parce que quand on voit les chiffres, c'est pas possible. Alors, ils vous disent quand même d'ici 100%. En fait, le gros problème, c'est que... C'est pas la typo par exemple. Non, en fait, le problème est dans le message, et dans le contenu qui vous est dit. Quand on vous dit 39% de nos vêtements sont faits de quelque chose, mais il suffit que vous ayez juste 0,001% de la chose dans le vêtement pour dire que ce vêtement est fait de quelque chose. Quand on vous dit 39% de vêtements sont faits par exemple à partir de coton bio, bah, s'il y a 0,05% de coton bio dans vos vêtements, vous pouvez le dire. Dans 39% de vos vêtements, vous pouvez dire, oui effectivement, 39% de nos vêtements viennent de... Oui, sauf qu'il n'y en a pas 50%, et en fait c'est pas possible quand on regarde les chiffres, il y en a 50%. En fait, il y en a juste peut-être 0,01. Donc c'est par ces petites astuces, vous voyez, là, ce qu'on vous suggère, c'est que une grosse partie de la production, c'est vraiment fait de matériaux, voilà, c'est super respectueux
vertueux, etc. En fait, vous voyez, ça peut juste vouloir dire qu'ils ont fait que leur jean, que dans le processus de fabrication de leur jean, il y a 30% de l'énergie qui vient du solaire. Vous voyez, c'est 30%. Et en fait, c'est pas possible qu'il y ait cette ampleur, parce que si on regarde les chiffres, en fait, c'est pas possible, ils ne pourraient pas continuer à produire autant et au coût qu'ils produisent si on prenait au mot ce qu'ils disent. Donc c'est forcément du mensonge. Et je termine. Le problème de ça, c'est que le greenwashing nuit à toutes les entreprises qui font de vrais efforts. C'est ça aussi un des problèmes du greenwashing, c'est que ça jette le discrédit sur les gens qui font de vrais efforts et qui essaient de faire du business avec ça. Bonjour. Voilà, c'est fini. Merci de votre attention et réfléchissez aux conséquences. Merci.